Et si je vous disais qu'un terrain oublié, ignoré par presque tous ceux qui l'ont étudié, cache ce que certaines estimations évaluent à 126 millions de dollars? À première vue, cela ressemble au genre d'histoire que les gens inventent pour attirer l'attention, au genre de titre qui promet bien plus que ce que la réalité ne pourra jamais offrir. Pourtant, selon ce récit remarquable, c'est exactement ce qui s'est produit lorsque Rick Ness a refusé d'accepter ce que tout le monde croyait déjà réglé. Pendant que des professionnels expérimentés fermaient leur dossier et s'éloignaient, Rick regardait le même terrain et se demandait tranquillement s'ils avaient tous oublié quelque chose qui se cachait sous la surface. Pendant 4 longues années, la concession a été examinée à plusieurs reprises par des experts miniers, des géologues et des équipes d'exploration équipées de méthodes d'arpentage modernes. Leur programme de forage était terminé, leurs rapports soigneusement documentés et leurs conclusions pointaient toutes vers la même réponse décevante. L'or ne semblait tout simplement pas exister en quantité suffisamment importante pour justifier de nouveaux investissements. En ce qui concerne l'industrie minière, l'histoire avait atteint sa fin naturelle bien avant l'arrivée de Rick Ness. Chaque rapport semblait renforcer le précédent, créant un sentiment de certitude écrasant qui décourageait quiconque de tenter une nouvelle chance. Des mineurs chevronnés, des consultants géologiques respectés et des sociétés d'exploration expérimentées pensaient tous que le sol avait déjà révélé tout ce qu'il avait à offrir. La concession a progressivement acquis la réputation d'être l'une de ces déceptions coûteuses que chaque district minier finit par produire. Peu de gens ont remis en question ces conclusions car de nombreux professionnels qualifiés semblaient être d'accord avec elles. Rick Ness, cependant, a abordé la situation différemment. Au lieu de se concentrer uniquement sur les conclusions finales écrites dans les rapports officiels, il est devenu fasciné par les petites incohérences cachées dans les données elles-mêmes. Certains chiffres refusaient de s'intégrer confortablement dans un tableau plus large, et ces minuscules contradictions continuaient de le déranger longtemps après que tout le monde ait cessé d'y prêter attention. Plutôt que d'accepter le récit accepté, il a laissé ses questions sans réponse, guider sa curiosité encore plus profondément, pendant que d'autres rangeaient leur équipement et cherchaient des opportunités ailleurs. Rick continuait d'étudier la concession oubliée avec une patience remarquable. Il s'est fié à son propre instinct, même lorsque les preuves disponibles semblaient s'y opposer, estimant que parfois, les découvertes les plus importantes commencent là où la certitude devient trop confortable. Plus il regardait en profondeur, plus il devenait convaincu que les enquêtes précédentes avaient peut-être mal compris le terrain au lieu de le comprendre pleinement. Ce qui s'est passé ensuite a surpris même ceux qui avaient passé des décennies à rechercher de précieux gisements minéraux sous terre. Loin sous la surface se trouvait quelque chose qui semblait si inattendu et potentiellement si précieux que les premières découvertes auraient été examinées à plusieurs reprises avant que les spécialistes ne soient prêts à les accepter. La découverte a remis en question des années d'hypothèses acceptées et a forcé des professionnels expérimentés à reconsidérer des conclusions qu'ils croyaient autrefois indiscutables. Lorsque l'estimation révisée a finalement été achevée, l'atmosphère aurait immédiatement changé. Selon ce récit, la créance oubliée qui avait passé des années à ramasser la poussière dans les classeurs portait soudain une valeur estimée à environ 126 millions de dollars. Un endroit qui symbolisait autrefois l'échec était désormais considéré comme l'un des revirements les plus remarquables que quiconque ait jamais connus. Le silence qui suivit ces calculs se reflétait non seulement la surprise mais aussi l'incrédulité. Naturellement, une question dominait toutes les autres. Comment Rick Ness avait-il réussi à reconnaître quelque chose que des générations de professionnels expérimentés avaient apparemment manqué? Pourquoi des décennies d'enquêtes de campagnes de forage et d'études géologiques n'ont-elles pas réussi à révéler ce qui semblait désormais si important? Et qu'est-ce qui était exactement resté caché sous la surface, alors que tant d'experts qualifiés pensaient qu'il n'y avait plus rien à trouver? Pour apprécier l'importance de cette possibilité, il est important de comprendre l'homme derrière la découverte elle-même. Cette histoire n'a pas commencé dans un laboratoire universitaire doté d'équipements de recherche de pointe, ni dans une salle de conseil d'administration soutenue par un financement inépuisable d'entreprises. Tout a commencé dans un sol gelé, entouré de bouts de machines cassées, de longues journées de travail et des dures réalités qui définissent la vie des mineurs qui apprennent chaque leçon par l'expérience physique plutôt que par la théorie. Rick Ness n'a jamais bâti sa réputation sur des titres universitaires ou des publications scientifiques. Son nom n'est pas associé à des institutions de recherche prestigieuses ni à des décennies passées à rédiger des articles géologiques. Au lieu de cela, sa plus grande force vient de quelque chose de bien plus difficile à enseigner.
Cela vient d'années passées à prendre des décisions difficiles dans des conditions imprévisibles, à tirer des leçons d'erreurs coûteuses et à développer progressivement l'intuition pratique que seule une expérience réelle peut produire. Sa compréhension de l'exploitation minière a été façonnée par la réalité plutôt que par la romance. Bien avant que les téléspectateurs ne reconnaissent son nom, Rick a connu le côté difficile de l'industrie qui apparaît rarement dans les moments forts des drames. Il a appris que l'exploitation minière consomme de l'argent bien avant de générer des profits, que des équipements coûteux tombent inévitablement en panne au pire moment possible, et que la nature ne s'ajuste jamais simplement parce qu'un projet prend du retard. Le sol récompense la patience, pas l'impatience, et Rick a passé des années à apprendre tranquillement cette leçon. Ces premières années étaient tout sauf glamour. Bon nombre des revendications sur lesquelles il a travaillé n'ont pas produit les résultats que tout le monde espérait, et plusieurs investissements se sont soldés par une déception plutôt que par un succès. L'équipement est tombé en panne, les prévisions se sont révélées inexactes, et les saisons soigneusement planifiées ont parfois donné des résultats bien inférieurs aux attentes. Pourtant, ces revers sont peu à peu devenus la base sur laquelle s'est bâtie sa confiance ultérieure. Ce qui séparait Rick de beaucoup d'autres n'était pas le fait qu'il ait commis des erreurs. Chaque mineur expérimenté a une longue histoire de mauvaises décisions derrière chaque décision réussie. La différence résidait dans sa détermination à comprendre complètement chaque échec avant de passer à autre chose. Plutôt que de protéger sa fierté ou de chercher quelqu'un d'autre à blâmer, il est revenu à plusieurs reprises sur des situations difficiles jusqu'à ce qu'il comprenne exactement pourquoi elles avaient mal tourné et ce que le terrain avait essayé de lui apprendre. Cette habitude implacable d'examiner l'échec l'a finalement guidé vers l'affirmation abandonnée que presque tout le monde avait rejetée. Il avait entendu des histoires sur la propriété des années avant d'y mettre les pieds. Au sein des milieux miniers régionaux, sa réputation n'était guère encourageante. Il était devenu connu comme un endroit où des programmes d'exploration ambitieux se terminaient à plusieurs reprises par des déceptions malgré des investissements importants et des efforts techniques considérables. La concession avait accumulé une longue histoire de campagnes de forage infructueuses et de prévisions trop optimistes qui ne se sont jamais traduites par une exploitation minière rentable. Les opérateurs sérieux ont progressivement appris à l'éviter, non pas parce que quiconque en avait définitivement prouvé l'inutilité, mais parce que des années de résultats décevants rendaient les risques financiers difficiles à justifier. Avec d'autres opportunités disponibles ailleurs, peu d'entreprises voyaient une raison de revisiter un emplacement qui semblait avoir épuisé toutes les possibilités raisonnables. Rick est parvenu à cette affirmation à une époque où les alternatives intéressantes devenaient de plus en plus limitées. Ironiquement, les expériences difficiles qu'il a accumulées tout au long de sa propre carrière lui ont permis de découvrir quelque chose que beaucoup d'opérateurs plus à l'aise ont négligé. Un mauvais historique d'exploration ne prouve pas automatiquement que des gisements précieux n'existent pas. Parfois, cela révèle simplement que des enquêtes antérieures posaient les mauvaises questions ou cherchaient de la mauvaise manière, au lieu de considérer des décennies d'exploration décevantes comme une preuve définitive. Rick considérait la concession abandonnée comme un puzzle inachevé. Chaque campagne de forage infructueuse représentait une nouvelle tentative fondée sur des hypothèses qui méritaient peut-être d'être remises en question plutôt qu'acceptées. Plus il étudiait attentivement l'histoire de la propriété, plus il devenait convaincu que son plus grand mystère n'était peut-être pas ce que les équipes précédentes avaient découvert, mais ce qu'elles avaient laissé derrière elles sans le savoir. Comprendre cette possibilité nécessite d'examiner ce que les équipes d'exploration précédentes ont réellement trouvé, ou peut-être plus important encore, ce qu'elles n'ont pas réussi à trouver. Cette distinction était finalement devenue le fondement de la remarquable estimation de 126 millions de dollars attachés à la propriété. Parfois, la différence entre l'échec et le succès n'est pas mesurée par des données totalement différentes, mais par une interprétation complètement différente des mêmes preuves. Une exploration sérieuse a commencé sur la concession près de 4 décennies plus tôt. Le premier programme de forage majeur utilisait ce qui était alors considéré comme la meilleure technologie disponible, établissant soigneusement des grilles de forage systématiques, collectant de nombreux échantillons et effectuant une analyse géologique approfondie. Leurs travaux ont identifié une minéralisation mesurable sous la surface, confirmant que des matériaux précieux étaient effectivement présents. Malheureusement, les concentrations semblaient trop faibles et trop dispersées pour justifier l'énorme investissement requis pour l'exploitation minière commerciale. La conclusion semblait tout à fait raisonnable sur la base des informations disponibles à l'époque. La propriété contenait des minéraux mais pas suffisamment de valeur accessible pour produire une exploitation économiquement attrayante.
Les rapports ont été complétés, archivés et progressivement oubliés à mesure que les sociétés d'exploration se tournaient vers des opportunités plus prometteuses. Cette affirmation s'est discrètement glissée dans la liste croissante de projets qui n'ont jamais répondu à leurs attentes initiales. Des années plus tard, une autre équipe d'exploration est revenue équipée d'une technologie plus récente et d'un optimisme renouvelé. Ils ont soigneusement examiné les rapports précédents, ont conclu que l'interprétation géologique précédente semblait fondamentalement fiable et ont conçu leur propre campagne de forage autour exactement de la même hypothèse centrale. Ils pensaient que si une minéralisation économiquement significative existait, elle formerait probablement une couche horizontale relativement large, située à une profondeur modérée sous la surface. Suite à cette interprétation, le deuxième programme d'exploration a concentré ses forages dans les zones prédites par le modèle géologique existant. Leurs résultats semblaient frustrants et familiers. Des traces de minéralisation sont apparues à plusieurs endroits, confirmant une fois de plus que des matériaux précieux existaient sous terre, mais pas à des concentrations capables de transformer l'économie du projet. Après avoir terminé leur programme, ils sont également repartis croyant que le mystère avait été résolu. D'autres campagnes d'exploration ont suivi au fil des années, et chacune d'elles a hérité d'une grande partie du cadre d'interprétation établi par ses prédécesseurs. Au lieu de remettre en question les hypothèses initiales, les équipes successives ont généralement affiné les théories existantes tout en recherchant dans des plages de profondeur similaires et dans des contextes géologiques comparables. Comme on pouvait s'y attendre, ils ont continué à découvrir de petites quantités de minéralisation sans localiser les gisements concentrés nécessaires pour justifier une exploitation minière à grande échelle. Finalement, la concession abandonnée a développé quelque chose qui ressemble à une réputation géologique qui a découragé de nouveaux investissements. Il n'a pas été officiellement classé comme un échec avéré, car des traces de minéraux précieux existaient incontestablement sous la surface. En même temps, cela n'inspirait plus confiance car les tentatives répétées n'avaient pas réussi à transformer ces traces en une découverte économiquement viable. La propriété restait coincée entre possibilité et déception. Rick Ness a abordé ses anciens rapports de manière très différente. Il ne s'est pas limité à lire des résumés ou des conclusions finales préparées à l'intention des investisseurs. Au lieu de cela, il a soigneusement examiné les journaux de forage originaux, les résultats d'analyse en laboratoire, les levées géophysiques, les enregistrements d'échantillonnage, les notes de terrain et la documentation méthodologique. Il les étudia avec la patience de quelqu'un qui rouvre une vieille enquête non résolue, cherchant non pas ce que les géologues précédents avaient déjà découvert, mais ce que leur méthode n'aurait peut-être jamais été capable de révéler. Au fur et à mesure qu'il étudiait des décennies d'informations accumulées, Rick s'est de plus en plus intéressé aux hypothèses cachées sous chaque stratégie d'exploration. Chaque campagne de forage reflète un modèle géologique particulier, et chaque modèle géologique détermine inévitablement où les gens choisissent de forer et où ils choisissent de ne pas forer. Plutôt que de se demander si les équipes précédentes avaient collecté suffisamment d'informations, Rick a commencé à se demander si elles avaient passé 40 ans à chercher la bonne réponse au mauvais endroit. Et là, dans les données brutes du troisième levé géophysique du programme enfoui dans une note de bas de page concernant une anomalie de lecture inexpliquée que le géophysicien principal avait enregistrée puis rejetée comme une interférence probable des instruments, Rick Ness l'a trouvée. Pas la caution, pas encore. Quelque chose de plus important que la caution. Il trouva la question que personne n'avait posée. L'anomalie constatée dans la troisième enquête du programme n'était pas aléatoire. Elle n'était pas le bruit d'un instrument. Il ne s'agissait pas d'une irrégularité géologique sans importance. Il s'agissait d'un signal structurel faible partiellement obscur par les limites de la méthodologie d'enquête, mais suffisamment cohérent entre plusieurs points de données pour ne signifier qu'une seule chose pour quelqu'un qui savait ce qu'il regardait. Il y avait quelque chose là-dessous, quelque chose de plus profond que ce que n'importe quel programme précédent avait été conçu pour atteindre, quelque chose qui se cachait. Non pas parce qu'elle était petite, diffuse ou économiquement marginale, mais parce que toutes les équipes qui l'avaient recherchée avaient cherché dans la mauvaise direction, à la mauvaise profondeur, avec les mauvais outils, guidés par une hypothèse sur la géologie de la formation qui était presque correcte. Est un géologie d'exploration l'erreur presque correcte et la forme d'erreur la plus coûteuse qui soit. Rick n'a pas fait la fête quand il l'a vu. Il n'a appelé personne. Il s'est resté assis dessus pendant 3 jours, parcourant les données, croisant l'anomalie avec tous les autres ensembles de données dont il disposait, vérifiant l'histoire tectonique régionale, cartographiant la géologie structurelle de tout ce qui entoure la formation, construisant le dossier à partir de zéro. Parce que dans ce métier, la différence entre une véritable idée et une erreur coûteuse
se résume souvent à la durée pendant laquelle vous êtes prêt à rester dans la pièce avant de vous engager. Au bout de 3 jours, il s'est engagé. La découverte qui a tout changé. Le plan de Rick n'était pas compliqué. D'après son expérience, les plans compliqués consistent à dépenser de l'argent sans rien trouver. 10 plans simples exécutés avec une précision chirurgicale permettent de trouver ce que tout le monde a manqué. Il a identifié 3 zones cibles spécifiques, toutes plus profondes que tout programme précédent n'avait foré. Tous se sont regroupés autour des coordonnées où les lectures anormales étaient apparues dans les données historiques. Il a fait appel à une équipe de levée géophysique dotée d'un équipement capable d'imagerie électromagnétique à pénétration profonde, une technologie qui n'était pas disponible dans le commerce lorsque les programmes précédents effectuaient leur levée, une technologie qui pouvait résoudre les structures souterraines à des profondeurs et des densités qui auraient été invisibles pour toutes les méthodologies précédentes utilisées sur cette formation. Le budget de l'enquête était serré. Rick n'opérait pas avec de l'argent institutionnel ou avec le soutien d'entreprises. Il opérait avec une combinaison de capital personnel d'un petit groupe d'investisseurs qui faisaient suffisamment confiance à ses antécédents pour le suivre dans une nouvelle réclamation, et du genre de discipline financière ciblée qui vient du fait d'avoir fait faillite dans ce secteur auparavant et de n'avoir aucun intérêt à y retourner. L'équipe d'enquête est entrée, le matériel a été déployé, les données ont commencé à revenir. Le deuxième jour, le géophysicien principal a envoyé à Rick un message qui ne contenait aucune analyse, aucun langage technique, aucune interprétation préliminaire. Il contenait 4 mots, il faut venir voir ça. Rick est venu, il l'a vu. Les données d'imagerie ont montré une structure géologique qu'aucune étude précédente n'avait jamais résolue, une concentration verticale profonde de minéralisation sulfurée située dans un piège structurel formé par l'intersection de 2 systèmes de failles que la géologie régionale avait documentés, mais que personne n'avait jamais pensé à relier au potentiel minéral de la formation. Il ne s'agissait pas d'une large couche horizontale de matériaux de faible qualité. Il s'agissait d'un corps concentré de matériaux à haute teneur orienté verticalement et situé à une profondeur complètement inférieure à la plage cible de tous les programmes d'exploration précédents. Les équipes précédentes n'avaient rien trouvé, car il n'y avait rien. Hiles n'avait rien trouvé, car ils avaient regardé le plafond d'une structure dont le sol contenait tout. Rick a fait appel à un entrepreneur en forage. Il a ciblé les 3 zones identifiées par le levé géophysique. Le premier trou a touché la minéralisation exactement à la profondeur prédite par l'imagerie. Le deuxième trou l'a confirmé. Le troisième trou, celui qui a recoupé la partie la plus profonde et la plus concentrée de la structure, a donné des résultats d'analyse que l'entrepreneur en forage a décrit plus tard dans un moment d'euphémisme professionnel comme étant non conforme à nos attentes. Ce à quoi ils s'attendaient compte tenu de l'histoire de la formation était marginal. Ce qu'ils ont obtenu était exceptionnel. Des minéralisations en or et en cuivre à haute teneur, réparties de manière constante sur tout l'intervalle cible, avec des teneurs qui dépassaient le seuil de développement commercial, avec une marge qui rendait les paramètres économiques non seulement viables, mais convaincants. L'évaluation indépendante des ressources a duré 6 semaines. Il a utilisé les données des 3 forages, le levé géophysique complet et les données historiques réinterprétées à travers le nouveau modèle structurel en appliquant la méthodologie standard d'estimation des ressources dans ce type de gisement. Le chiffre produit s'élève à 126 millions de dollars, ce qui n'est pas une projection ni un scénario optimiste, mais une estimation prudente et indépendante des ressources basée sur l'intersection de plusieurs ensembles de données tous pointant vers la même conclusion. Il y avait dans le sol 126 millions de dollars de richesse minérale que 4 programmes d'exploration distincts s'étalant sur 4 décennies avaient collectivement classés comme ne méritant pas d'être poursuivis. Le monde minier n'a pas réagi lentement. Dans les 72 heures suivant l'annonce, la formation qui avait passé 4 décennies à accumuler une réputation de déception était devenue l'actif minéral non exploité dont on parlait le plus dans la région. Les publications de l'industrie ont publié des articles d'analyse. Les investisseurs institutionnels se sont renseignés. Les opérateurs qui avaient auparavant refusé d'examiner la réclamation, parce que les antécédents rendaient la procédure facile, se posaient soudainement des questions très différentes. Rick Ness, lorsqu'on l'a contacté pour commenter, a donné le genre de réponse que les gens à qui on a passé des années à se faire dire qu'ils avaient tort ont tendance à donner lorsque le terrain confirme enfin ce qu'ils ont toujours cru. Il a déclaré que les données n'étaient jamais le problème, que l'interprétation était le problème. Et il a dit qu'il était heureux d'avoir fait confiance aux données. La véritable découverte derrière la découverte de 126 millions de dollars. À première vue, cette histoire semble être une question d'argent.
Après tout, 126 millions de dollars, c'est une somme incroyable. C'est le genre de chiffre qui peut changer des vies, transformer les entreprises et faire la une des journaux du monde entier. Mais l'argent n'est pas la partie la plus importante de cette histoire. La véritable découverte va bien plus loin. Rick Ness n'a pas créé l'or, il ne l'a pas placé là. L'or était resté sous terre depuis des décennies complètement intact. Ce qui a fait la différence, c'est que Rick regardait le sol différemment. Pendant que d'autres cherchèrent des réponses, il s'est concentré sur la bonne question. C'est là que tout a changé. Pendant des années, les experts pensaient que la région n'avait plus rien à offrir. Les rapports étaient terminés. Des enquêtes avaient été classées. L'industrie avait déjà pris sa décision. La plupart des gens ont accepté ces conclusions et sont passés à autre chose. Rick ne l'a pas fait. Au lieu de se fier aux vieilles hypothèses, il est revenu au début. Il a passé en revue des informations que d'autres avaient négligées. Il prêtait attention aux détails qui semblaient sans importance. Il a regardé au-delà des conclusions finales et a examiné les preuves elles-mêmes. Et caché à l'intérieur de cette preuve se trouvait un indice. L'or n'était pas invisible. Il n'était pas protégé par un mystère impossible. Il est resté inconnu car les méthodes utilisées n'étaient pas conçues pour le détecter. Le problème n'était pas le sol, c'était l'approche. C'est une leçon qui va bien au-delà de l'exploitation minière. Chaque secteur présente des opportunités qui ont été ignorées. Chaque domaine a des idées que les gens croient établies. Chaque profession a des problèmes que tout le monde considère comme déjà résolus ou prouvés impossibles. Parfois, les plus grandes découvertes ne sont pas cachées car elles sont difficiles à trouver. Ils sont cachés parce que les gens arrêtent de regarder. Rick Ness a prouvé que les hypothèses peuvent être fausses, même si elles sont acceptées depuis des années. Son succès ne repose pas sur la chance. Elle n'a pas été construite sur des privilèges spéciaux ou des connaissances secrètes. Cela est venu de la persévérance. Cela est venu de remettre en question ce que les autres ont accepté sans contestation. Plus important encore, cela venait de la volonté de continuer à chercher, alors que tout le monde pensait que la recherche était terminée. C'est la vraie valeur de cette histoire. L'absence de découverte ne signifie pas toujours qu'il n'y a rien. Parfois, cela signifie simplement que personne n'a encore regardé dans le bon sens. Changer l'approche, poser une question différente, et soudain une impasse peut devenir une opportunité. C'est exactement ce qui s'est passé ici. 4 programmes différents sont passés sur le même terrain. D'innombrables personnes ont examiné le même domaine. Pourtant, une personne a choisi de jeter un autre regard. Rick Ness a vu ce que les autres ont manqué. Et cette décision a transformé un terrain oublié en une découverte de 126 millions de dollars. Peut-être que quelque part dans votre propre travail, votre propre entreprise ou vos propres objectifs, une opportunité similaire vous attend. La réponse n'est peut-être pas de trouver quelque chose de nouveau. Peut-être s'agit-il de jeter un deuxième regard sur quelque chose que tout le monde a déjà abandonné. Parce que parfois le plus grand trésor n'est pas caché sous terre. Parfois cela se cache dans une question que personne n'a pensé à poser. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain.